Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous le matin. Parlons Vrai chez Bourdin, entre 10h30 et midi et demi, 0826 300 300 pour participer évidemment. Vous savez que nous avons besoin de vos témoignages. De quoi allons-nous parler? Le froid, logique, nous sommes en décembre. Un peu de neige, mais des températures très contrastées entre le nord et le sud. Circulation perturbée, notamment en Ile-de-France. Vous nous racontez évidemment. Vous appelez 0826 300 300. Bien, France-Maroc ce soir. Est-ce que Rabiot et Upamecano vont jouer? Personne ne sait pour l'instant. Comment allez-vous vivre ce match? Chez vous, chez des amis, dans un bar, je ne sais pas, une salle des fêtes? Racontez-nous 0826 300 300. Les relations diplomatiques entre la France et le Maroc sont plutôt fraîches actuellement à cause de la réduction drastique des visas accordés par la France. Mais le dialogue est renoué. Le Maroc serait-il devenu le pays étendard de l'Afrique? 11h midi sur Sud Radio. Avec nos invités, nous parlerons géopolitique du sport. Y aura-t-il des grèves à la SNCF pendant les fêtes? Là encore, nous allons appeler la CGT. Les syndicats sont en pleine négociation avec la direction de la SNCF. La disparition de Delphine Jubilard, la reconstitution ou mise en situation n'a pas permis de faire avancer l'enquête. Nous appellerons, comme hier, l'avocat des proches de Delphine Jubilard à 12h10. Comme tous les jours, vos bons plans pour les fêtes. Avez-vous fait vos courses? Dites-nous, 0826 300 300. Partageons vos témoignages. Ce matin, nous parlerons des jeux de société. C'est le grand retour des jeux de société, le Uno, Codenames, Monopoly, Loup-garou. Vous jouez de plus en plus nombreux. Racontez-nous vos jeux préférés. Un beau cadeau pour les fêtes. Il est 10h33, mais tout de suite, le temps, c'est l'hiver. Rémi André, le journaliste météo fétiche de Sud Radio, est avec nous. Oui, bonjour Rémi, on se connaissait pas. Bonjour. J'ai appris que vous aviez des racines cévenoles, alors ça, vous n'imaginez même pas combien ça m'a fait plaisir. Hein. Mais c'est partagé. C'est partagé. Bon, Saint-Hippolyte-du-Fort, La Salle et toute la région. Et Colognac, puisque vous êtes de Colognac. Colognac, c'est très très joli. Allez-y, allez visiter par là-bas. Et puis il y a les Gouales, évidemment, qui veillent sur tout ça. Bien, le temps. Rémi André, je le disais, de forts contrastes. Ah oui, de température. Ce matin, si vous prenez le Pays Basque, il fait 14 degrés. Actuellement, à Auch, là, on est à 12 degrés. Oui. Alors qu'en même temps, à Paris, on est à 0 degrés. À Lille, moins 2 degrés. Moins 2 degrés, on les a également sur l'Alsace, du côté de Strasbourg. Justement, nous allons avoir un témoignage de Laurent, qui était en Alsace. Il faisait moins 9, je crois, ce matin ou très tôt dans la nuit. Oui. Tiens, si on le prenait tout de suite, on va le prendre tout de suite. Laurent. Bonjour Jean-Jacques, ça me fait plaisir de vous retrouver. Laurent, mais oui Laurent, oh là là, oui, ça Laurent. fait si longtemps qu'on ne s'est pas eu. Ouais, et oui Laurent, c'est un auditeur. RMC tous les jours. Oui, c'était un auditeur d'RMC. Oui, sans arrêt Laurent, vous étiez avec moi. Moi aussi, ça me fait plaisir, vraiment Laurent. Hein. Ouais, c'est du fond du cœur. Franchement, je suis vraiment ému aussi de vous retrouver. On s'est déjà eu l'autre coup là avec l'histoire des écolos là. Et puis on avait un point commun parce que nos deux garçons ont le même âge à un mois près. Donc, c'est vrai, vous avez raison, 16 ans tous les deux. Ouais, oui, ça pousse, hein, Laurent. Hein. Ouais, ça pousse, Il est en première, votre fils? Ouais, il fait de la logistique là. Il fait quoi là? De la logistique. Moi je suis conducteur routier, donc lui il fait de la logistique. Je sais. Et Laurent, quel plaisir ça me fait de vous retrouver. Enfin mais qu'est-ce que vous faisiez en Alsace là, Laurent? Mais parce que mon employeur, mon patron, d'ailleurs je salue tous les collègues des transports TNB, notre dépôt est en Alsace. Et c'est vrai que votre dépôt est en Alsace. Voilà. Et vous étiez hier en Alsace. Vous roulez là? Vous êtes où là, Laurent? Alors là, je suis pas loin de chez Monsieur Fillon. Je suis à Sablé-sur-Sarthe. Oui. Il fait 0 degré et il pleut sur les arbres. Ça gèle et bizarrement sur la route, ça passe encore. Ça va. Ça va, il n'y a pas de pluie verglaçante. Non, pour l'instant, non, mais mon programme va m'emmener dans le nord pour demain, et là, je vais traverser la Normandie où c'est vraiment pas bon du tout. Eh bien, on va voir ça avec Rémi André. Oui, ils annoncent des difficultés de circulation. Moins 9 en Alsace hier, hein.
-9 en Alsace. Ce matin, du verglas partout. Mais quand je dis vraiment du verglas, c'est de la glace sur la route. C'est impraticable. J'ai mes collègues au téléphone, là. On est un peu en situation de crise parce qu'on a des clients à livrer sur la région. C'est très, très, très compliqué. Et là, il n'y a pas de secret. Hein. C'est anticipation, prudence, surtout avec un lourd, avec un camion. Donc, voilà. C'est... Oui. Il faut du doigté, de l'anticipation. Oui, mais avec vous, on n'a pas de problème, hein, Laurent. Vous avez combien de métiers? Vous avez combien d'années de métier, Laurent? 32 ans, 4 millions de kilomètres effectués au volant d'un semi-remorque. 32 ans et 4 millions de kilomètres au volant d'un semi-remorque. Ouais. 120, 130 000 par an, vous faites le calcul. Ouais, 130 000 par an, vous vous rendez compte? Non, mais attendez. Et je précise, sans vouloir je touche du singe sans aucun accident. Ouais. Sans aucun accident. Ben, Laurent, chapeau. Hein. Chapeau, merci. Mais je sais votre sérieux. Et dans tous les cas, je voulais vous remercier parce que ça me fait vraiment, vraiment plaisir de vous retrouver. Vraiment. Vraiment. Bonne route, Laurent. Merci, à bientôt. À bientôt. Salut, Laurent. Il est 10h37. Alors, Laurent l'a dit, aujourd'hui, la situation... Pas trop, sauf dans l'Est de la France où ça devient difficile de circuler. Ailleurs, ça va encore, mais ça va se gâter ou pas? Alors, en fait, la perturbation actuellement va depuis le centre jusque vers l'Alsace en passant par la Champagne. Et là, dans ce secteur, avec des températures de 0 à moins 2 degrés, c'est du verglas. Donc, il faut être très prudent parce que le verglas, on ne le voit pas, lui. Hein, c'est vraiment très traître. En revanche, sur la Normandie, le nord du bassin parisien, il y a encore quelques flocons. Là, on le voit, on voit la neige qui s'est accumulée sur la Normandie, 3 à 5 cm. Et puis là, nous avons une nouvelle partie de la perturbation qui, elle, est en train de glisser sur la Bretagne et elle donne actuellement donc plutôt de la neige du côté de l'Orient et ça rentre à l'intérieur des terres où il fait encore 0 degré sur Rennes et là, on a encore des pluies verglaçantes et de la neige. Tout ça est mêlé puisqu'on est vraiment sur... En restant sur la moitié nord, la région parisienne et la moitié nord, que va donner le temps ce week-end et la semaine prochaine? Alors, c'est en train de se calmer. On a un anticyclone qui est en train de reprendre de la surface, mais le week-end sera froid. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de précipitations, on aura très froid. Toujours ce froid. Ah oui, sur le week-end, samedi et dimanche. Mais pourquoi ce froid? Toujours avec des températures qui sont un peu en dessous des températures saisonnières? Largement en dessous des valeurs saisonnières, moins 3 à moins 5 degrés. En fait, nous avons de l'air qui nous vient du nord-est. Et en venant du nord-est, évidemment, il passe sur des zones froides et enneigées, ce qui fait que ce vent de nord-est, cette petite bise, nous apporte ces températures très froides. Oui. En revanche, sur la moitié sud, le vent va venir du sud et il vient d'Espagne avec un petit peu plus de chaleur. C'est que le cas aujourd'hui avec des valeurs de cet après-midi 18 à 19 degrés sur le Pays Basque. Non, 18 à 19 degrés pendant qu'on se gèle, nous. Mais oui, et oui. Rémi André, là aussi sur le sud, ça va durer ce temps plutôt très doux? Alors oui, puisque ça va se radoucir partout à partir de la semaine prochaine. Noël, partout. Oui, partout. Et Noël? Ben voilà, ça sera un Noël plutôt doux. Alors c'est-à-dire que si vous partez à la neige, il faudra peut-être monter un peu en altitude, car en bas ça va plutôt s'assécher. Sur la moitié sud, là, dans la fin du mois, nous pourrions avoir encore quelques précipitations, mais sur la moitié nord, ça a plutôt tendance à s'assécher. Et dans les Cévennes, non? Eh bien, dans les Cévennes, on aura ces précipitations qui sont méditerranéennes. Alors pas d'épisode cévenol. On n'a pas d'épisode cévenol. A priori, on aura quand même, c'est sur la moitié sud et sur le pourtour méditerranéen, que dans les 2 mois qui viennent, on aura peut-être des précipitations un peu plus importantes. Tiens, je fais une petite parenthèse à propos des épisodes cévenol. Il y a un truc qui m'énerve, c'est que chaque fois qu'il pleut maintenant partout, on parle d'épisodes cévenol. Ben oui, non mais d'accord, mais enfin bon... C'est plus souvent des épisodes méditerranéens que cévenol. Oui, on est bien d'accord. Ouais, bon, merci beaucoup Rémi, merci. Hein, et on vous retrouve évidemment sans cesse sur Sud Radio. Merci, il est 10h40, 11h moins 20. Vous êtes sur Sud Radio, merci. Allez, est-ce que les trains vont rouler pendant les fêtes? Axel Persson, qui est secrétaire général CGT Cheminot, est avec nous. Conducteur de train, Axel Persson, bonjour. Bonjour, secrétaire de la CGT Cheminot de Trappes et Rambouillet, je précise. De Trappes et Rambouillet, Axel Persson, très bien. Les négociations sont en cours en ce moment entre les syndicats et la direction? Oui, il y a eu plusieurs phases de négociation dans plusieurs métiers différents, chez les contrôleurs, chez les agents de circulation, chez aussi les aiguilleurs, oui, bien sûr. Les conducteurs de TGV. Donc elles sont en cours. Pour l'instant, la direction a été contrainte face à la multiplication des mobilisations puissantes qui se sont exprimées un peu partout ces derniers mois, de procéder à quelques annonces, mais qui dans bien des secteurs s'avèrent insuffisantes, ce qui veut dire que oui, il y aura des grèves, pas forcément à Noël, j'en sais rien, mais en
tout cas, par exemple, déjà pour ce week-end qui arrive, le vendredi 16, il y aura certains secteurs du chemin de fer qui sont en grève, dont le mien, par exemple, celui des conducteurs de train de la ligne NEU dans les lignes banlieue de Paris, puisque aujourd'hui, la direction refuse de revenir en arrière sur, par exemple, un projet de suppression de tous les conducteurs de manœuvre de la gare Montparnasse, qui va se traduire par une augmentation de la charge travail des conducteurs de ligne restant alors qu'on est déjà en sous-effectif. Donc, par exemple, sur ma ligne, nous serons en grève vendredi à nouveau. Il y aura donc des grèves ce week-end. Je ne parle pas des fêtes de Noël, hein, mais déjà ce week-end qui va être important parce qu'il y a beaucoup de départs et beaucoup de circulation hein, ce week-end. Donc il y aura des grèves, Axel Persson. Il y aura des grèves, peut-être pas partout dans tout le territoire, puisque ce sont des grèves qui à ce moment-là sont plutôt localisées, régionales. Mais par exemple, mes collègues du TGV de l'Axe Atlantique, eux sont, ça reste à confirmer, mais normalement ils sont appelés à la grève à partir de ce vendredi-là jusqu'à lundi, et puis ils seraient peut-être amené à reconduire le mouvement sur les week-ends d'après si la direction ne cède pas sur les revendications qui portent là, pour le coup, pas essentiellement sur les salaires, même si ça en fait partie, mais sur le sous-effectif qui a été organisé par la direction. Mais Axel Persson, des grèves à l'appel de tous les syndicats ou il y a que la CGT là qui est... Ça dépend des endroits, ça dépend des secteurs. Par exemple, là, sur ma ligne, là je parle de la ligne banlieue par exemple, c'est même une grève qui est partie, en réalité, on n'a même pas eu besoin de faire un appel syndical. C'est-à-dire que les collègues étaient tellement en colère contre les projets de roulement qui se sont pris en même charge eux-mêmes et ont décidé maintenant on part en grève quoi qu'il arrive. Et évidemment, nous, en tant que militants ouvriers, on suit le mouvement, on s'y investit, on donne toutes les chances possibles pour qu'il réussisse. Mais c'est pour dire à quel point la colère est importante, puisqu'on n'a même pas eu besoin de faire un appel. C'est-à-dire qu'on s'est organisé en collègues qui, quasi de manière spontanée, se sont réunis en Assemblée Générale et ont décidé, allez, on y va tous ensemble à partir de ce vendredi. Par contre, sur le TGV Axe Atlantique, oui, c'est un appel à l'appel de tous les syndicats, a priori, qui se profilent. Merci pour ces infos, merci beaucoup. Oui, merci. Il est 10h43, vous êtes sur Sud Radio pour savoir, pour comprendre, pour réagir évidemment. 0826 300 300. Dans un instant, nous sommes avec Maître Mourad Batik, l'avocat de l'oncle et de la tante de Delphine Jubilard. Il a participé hier soir à la reconstitution de la disparition de Delphine Jubilard, ou plutôt à la mise en situation. Comment ça s'est passé? Il va tout nous dire dans 2 minutes. Vous êtes sur Sud Radio. Merci. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, savoir et comprendre, je le disais ce matin, nous sommes avec Maître Mourad Batik, l'avocat de l'oncle et de la tante de Delphine Jubilard. Maître Batik, merci d'être avec nous à nouveau et bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, hier soir, reconstitution, plutôt mise en situation. Vous y étiez, bien sûr. Vous dites, Cédric Jubilard a été fidèle à lui-même, stoïque et sans émotion apparente. Est-ce que cette mise en situation a pu faire avancer... est-ce qu'on a pu avancer sur les mystères entourant la disparition de Delphine Jubilard ? Alors non, on n'a pas avancé sur les mystères parce que Cédric Jubilard n'a pas été très loquace, il n'a pas parlé, il n'y a pas eu de révélations qui ont été faites. En revanche, là où c'était utile, c'est que la juge d'instruction l'a confronté à des éléments sur lesquels il n'a pas donné de réponse précise pouvant exclure l'hypothèse qu'il est très impliqué dans ce dossier. Alors 3 éléments importants. Le premier, c'est la voiture du couple. Expliquez-nous. Alors, on sait que Delphine on a un problème de téléphone là, Mourad Batik. Est-ce que ça va mieux là? On va vous rappeler, Mourad Batik, pourquoi la voiture, c'est une question du sens dans lequel la voiture était garée. Est-ce que la voiture a été utilisée ou pas dans la nuit de la disparition de Delphine Jubilard? C'est la grande question que se posaient les enquêteurs. Il y a eu des témoignages de voisinage qui expliquaient que la voiture était garée dans un certain sens. Et puis d'autres témoignages, ceux des gendarmes qui sont arrivés le matin de la disparition de Delphine Jubilard, qui ont retrouvé la voiture garée dans l'autre sens. Mourad Batik, c'est une question de... Je parlais de la voiture du couple. Cette voiture garée dans un sens, le soir, est garée dans l'autre sens le lendemain. En fait, elle est garée le soir comme Delphine la gare habituellement, et le lendemain, pour faire simple, elle est garée comme Cédric la gare habituellement. Donc on sait de la façon dont la voiture a été garée que la voiture a été déplacée dans la nuit et que Cédric l'a nécessairement utilisée. Est-ce qu'il a réagi lorsqu'on lui a montré cela?
Alors il a maintenu ses déclarations en disant que la voiture n'était pas garée dans le sens que les témoins ont vu, à savoir les voisins, et qu'elle était bien garée comme Delphine la garait habituellement. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, et là c'était à l'intérieur de la maison, il s'agissait de vérifier les déclarations du fils du couple, le petit Louis. Tout à fait. Alors là, les déclarations de Louis, le fils, ont été relues. Louis qui voit une violente dispute où papa prend maman très fort par les bras et où elle le menace de se séparer. Et donc les déclarations ont été relues et il n'y a pas eu d'observation particulière qui a été faite par Monsieur Jubilard à cet effet. Ou voilà. Sur ce point-là, il n'y a pas eu d'évolution sur ce point-là. Bon, et puis troisième aspect important, les cris entendus, les cris de Delphine Jubilard, cris de détresse entendus par les voisines. Alors, il y a un troisième et un quatrième point. Le troisième point, c'est effectivement les cris qui ont été entendus à 130 mètres. Donc, on a refait une mise en situation pour voir si du domicile des Jubilards, si une femme crie, on pouvait l'entendre de là où la voisine a dit avoir entendu des cris d'effroi. Et effectivement, après avoir fait les tests, il n'y a aucune difficulté. On entend très bien les cris, ce qui corrobore donc la version de la voisine qui dit ce soir-là avoir entendu des cris d'effroi. Et puis, il y a un quatrième point, Monsieur Bourdin, c'est les lunettes qui ont été retrouvées cassées et disséminées à l'intérieur du domicile familial. Les lunettes cassées en 4 morceaux, dont un des 2 verres dessoudés de la monture. Et sur ça, on a questionné Monsieur Jubilard et il n'a pu apporter aucune réponse, alors qu'on sait qu'auparavant, Delphine Jubilard portait ses lunettes pour regarder une émission télé avec son fils Louis. Et les lunettes seront retrouvées explosées, éparpillées en plusieurs morceaux dans le domicile conjugal. Avec un bout de ses lunettes sous le canapé, je crois. Avec une branche des lunettes sous le canapé et le reste de la monture dans la cuisine. Voilà. Bien, et globalement, le comportement de Cédric Jubilard pendant cette mise en situation? Comme depuis le premier jour de l'instruction, stoïque, sans émotion, impassible, et on ne lit aucune émotion sur son visage, et à aucun moment, ni pendant le témoignage de Louis, ni quand il rentre dans le domicile conjugal. Bon. Maître Mourad Batik, merci beaucoup. Merci. Je tenais à la suite, évidemment, puisque nous avions beaucoup parlé de cette reconstitution mise en situation hier matin. Eh bien voilà, vous avez la suite. Merci beaucoup, Mourad Batik. C'est ça l'info. Il faut essayer de donner des suites, hein, parce que bien souvent, on donne des informations, puis on s'arrête là. Et on attend le reste. Il est quelle heure? Il est 10h52. Maintenant, nous allons parler de ce match France-Maroc. Comment? Eh bien, je vais appeler au loin. Je vais appeler l'Algérie. Ça va vous étonner, mais pourquoi l'Algérie? Vous allez comprendre. Faisal Metaoui est journaliste algérien pour le site d'information 24 heures Algérie. Faisal Metaoui, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Faisal Metaoui. On se retrouve. Dites-moi, Faisal Metaoui, comment les Algériens vont vivre ce France-Maroc demi-finale de Coupe du Monde? Depuis le début du mondial, les Algériens, vous savez, c'est des grands fans et amoureux du football. Ils ont suivi le parcours de plusieurs équipes, notamment les équipes africaines et arabes, comme l'Arabie Saoudite, la Tunisie et le Maroc. Et laissez-moi vous dire qu'il y a une véritable ferveur pour le Maroc, notamment, puisque dans les premières phases et la deuxième, on a vu comment les Algériens se rassemblaient dans les cafés, dans les restaurants, dans les places publiques, également pour suivre les matchs du Maroc. Soutien total à l'équipe au Lion de l'Atlas, puisque les Algériens se rappellent aussi que les Marocains ont toujours soutenu l'Algérie, notamment c'était le cas en 2009, lorsque l'Algérie avait affronté dans un match décisif l'Égypte en 2009, avant le mondial de l'Afrique du Sud en 2010. Oui, mais Faisal, je vous dis ça, je vous pose la question, parce qu'entre le Maroc et l'Algérie, les relations sont plus que fraîches. Hein, les relations diplomatiques sont plus que fraîches actuellement. Et il aurait que à la télévision algérienne, on n'a pas donné les résultats du Maroc? Non. J'ai vu ça quelque part dans les médias français. Non, les informations sont données et c'est vrai que c'est pas suffisamment analysé comme pour les autres matchs, mais les résultats sont donnés par tous les médias, pas uniquement par la télévision publique, par les journaux, par les sites électroniques. Et on a même dans les studios d'analyse, parce qu'après chaque match il y a une analyse, on a longuement abordé cette avancée de l'équipe du Maroc, parce que c'est la première fois qu'une équipe africaine arrive à ce stade, équipe arabe, en demi-finale. Et cela ne peut pas passer inaperçu, même si
si on n'a pas de bonnes relations diplomatiques, vous l'avez dit, l'Algérie aura plus ses relations avec le Maroc en août 2021. Et oui, il n'y a plus de relations diplomatiques avec le Maroc depuis août 2021. Le Maroc, devenu l'étendard du monde arabe et de l'Afrique, Faisal Metaoui? Oui, même Walid Regragui, qui est le sélectionneur marocain, l'a dit hier. Il a dit que ce sera la victoire pour l'Afrique, pour le monde arabe, pour les frères algériens, comme il a dit, tunisiens, égyptiens, libyens, les Maghreb. Effectivement, parce que c'est la première fois que cela arrive. Et si le Maroc arrive en finale, ce sera historique, parce que ce sera la première fois que l'Afrique et le monde arabe sont représentés. Le Maroc représente un peu ces deux mondes, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'il y a un soutien total en Algérie pour cette équipe marocaine. C'est vrai qu'on a vu aussi même les joueurs de l'équipe algérienne, comme Ben Nasser, comme Mahrez par exemple, c'est des stars de l'équipe algérienne, soutenir le Maroc sur les réseaux sociaux. Et donc ce sera un match très suivi en Algérie, même si certains pensent que la France pourrait avoir plus de chance puisqu'elle a fait un parcours sans faute depuis le début de la compétition au Qatar. Merci beaucoup Faisal Metaoui, merci journaliste algérien, le site d'information 24 heures Algérie. Vous voyez, on est en direct pour savoir, pour comprendre, pour apprendre évidemment. L'aventure marocaine est aussi très politique, l'aventure sportive de l'équipe marocaine est aussi très politique. Le Maroc est devenu une sorte d'étendard pour le monde arabe, je le disais, et pour le monde africain. Le Maroc en demi-finale. Vous êtes un binational, vous avez les deux nationalités. Comment allez-vous faire ce soir? Racontez-nous, là encore, 0826 300 300. Nous allons parler de l'aspect géopolitique du sport avec nos invités entre 11h et midi. Ça va être passionnant, je peux vous le dire. Les relations diplomatiques entre la France et le Maroc sont plutôt fraîches. Le dialogue est renoué. Je sais que la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, part pour le Maroc. Demain, elle va rester 2 jours là-bas au Maroc pour préparer une visite d'État, une visite officielle d'Emmanuel Macron dans les premiers jours de janvier. Bien, nous allons savoir quelles sont les relations entre la France et le Maroc aujourd'hui avec nos invités, évidemment. Alors, problème, la réduction drastique des visas accordés par la France aux citoyens marocains. Problème migratoire, le Maroc est un pays clé dans les questions migratoires. Nous allons parler de tout cela entre 11h et midi, il est 10h56. Merci d'être avec nous.